c'est Wright, aux États-Unis, Corbusier, infiniment Viollet-le-Duc. Il est aussi le père de l'Art Nouveau par son emploi, sa référence à la nature dans ses décorations. Et donc, en fait, ce que nous voyons, nous, qui est le néo-gothique pasticheur, ça a été redit, hein, des pastiches comme Viollet-le-Duc. En général, quand on cite Viollet-le-Duc dans les écrits qui ne portent pas sur lui, on dit c'est une construction à la Viollet-le-Duc, ce qui n'est évidemment pas un compliment. Et ça veut dire c'est un copieur et en plus dégradé. C'est pas du tout ça. Donc c'est quand même extraordinaire alors, de voir la figure négative qu'il a et la façon dont on a pu dire tout de suite ah ben Viollet-le-Duc c'est rien. Or, Viollet-le-Duc est un moderne et s'il prend le gothique, c'est parce que le gothique est en fait plus moderne que le néoclassicisme et répond mieux aux exigences du temps. Donc, ce dialogue est assez extraordinaire. Alors, je me suis posé la question, Paul, et pardon, je suis trop long, pourquoi Viollet-le-Duc est-il si mal vu? Alors, ce n'est pas le seul grand artiste qui a une mauvaise réputation, une légende noire, et c'est toujours intéressant d'aller voir pourquoi, alors qu'on déifie plutôt, on sacralise les artistes, pourquoi tout d'un coup certains sont mal vus. Alors, je me suis interrogée là-dessus, et je vois deux raisons à la mauvaise réputation de Viollet-le-Duc. Assez différentes. La première, c'est un anti-académique. Il a refusé l'enseignement académique de l'école d'architecture des Beaux-Arts. Et il a voulu échapper à la tutelle académique dans sa formation d'origine. Il s'est formé tout seul, donc c'est un autodidacte de l'architecture. Et puis, il a aggravé son cas parce que, étant devenu célèbre, un grand architecte célèbre, il a fait carrière par les monuments historiques, hein, puisque c'est l'architecte s'est spécialisé dans la restauration des monuments historiques. Là aussi, il a commencé sur l'État, c'est sa première grande intervention à la demande de Mérimée, qui le choisit, qui le connaît par son entourage auquel il appartient. Bon, je vais retrouver, mais là, c'est Vézelay. C'est Vézelay. Donc, il devient extrêmement célèbre, il devient en fait l'architecte le plus célèbre de son temps, et l'Académie lui propose de rentrer à l'Académie. Il refuse. Il dit non, je suis contre l'Académie, je reste contre l'Académie, donc je ne me présenterai pas. Deuxième affront. Troisième affront, comme il a refusé de suivre l'enseignement des Beaux-Arts, qui sont formatés par l'Académie, parce que c'est à l'époque l'Académie a la maîtrise de l'enseignement de l'architecture, il propose à Napoléon III, qui accepte, de réformer l'enseignement de l'architecture en France, avec des principes tout à fait alors disruptifs par rapport à l'enseignement d'académie. Napoléon III lui accorde ce qu'il demande, donc il devient professeur d'architecture. Alors l'Académie organise le boycott de ses cours, qui se donne dans un tel chahut qu'il est obligé d'abandonner au bout de 7 ou 8 cours, et il est remplacé par un académicien. Et il va à la place publier les leçons d'architecture, où il va, puisqu'il ne peut pas faire l'enseignement ex cathedra, il va le faire par l'écriture, et ça va circuler dans le monde entier. Et le plus extraordinaire, c'est que quelques temps après, on va réformer l'enseignement d'architecture exactement dans le sens préconisé par Viollet-le-Duc, mais sans lui. Alors le problème, et on voit ça avec Berlioz aussi, c'est que quand vous êtes anti-académique, quand vous êtes vivant, ça marche, les gens bien attaquer les institutions, surtout en France, mais quand vous êtes mort, l'institution, elle, vous survit, et elle se venge. Et donc, dès la mort de Viollet-le-Duc, s'organise un dénigrement systématique de tout ce qu'il a dit, par tous les architectes qui continuent d'être des académiciens, qui ont éventuellement suivi de nouvelles formes de formation en architecture, mais qui vont très consciencieusement continuer de démolir la figure de Viollet-le-Duc. Et évidemment, ça, c'est assez mortel. Vous voyez la même chose d'ailleurs avec Berlioz. Mais Berlioz, pour d'autres raisons, a eu une fortune différente. Alors, il s'est ajouté autre chose, mais je pense que ça n'aurait pas suffi. La deuxième chose impardonnable qu'a faite Viollet-le-Duc, c'est d'être l'architecte de Napoléon III. Donc ça, c'est le problème politique. Alors, parmi les figures noires de l'histoire de France, il y a celle du Second Empire et de Napoléon III.
Alors là, c'est un autre sujet. Et autrement plus sérieux, et autrement plus durable. Et donc moi je fais l'hypothèse que la mauvaise réputation de Viollet-le-Duc est liée à la mauvaise réputation du Second Empire. Alors c'est assez terrible pour Viollet-le-Duc, parce que Viollet-le-Duc n'est pas vraiment un bonapartiste. C'est même un républicain. Il a toujours été, et c'est pas par opportunisme qu'il s'affirme républicain après la chute du Second Empire, il a toujours été, il fait partie d'un milieu républicain. Il était républicain, il a continué d'être républicain sous l'Empire. Il a d'ailleurs été élu après la chute du Second Empire. Il a été élu à la ville de Paris sur une liste républicaine. Et c'est un républicain de conviction. Alors, il se trouve qu'il a été recruté par Napoléon III, par quelqu'un qui était, lui, un vrai bonapartiste, qui est Mérimée. Mérimée travaillait avec Viollet-le-Duc, et c'est Mérimée qui l'a recommandé à Napoléon III. C'est Mérimée qui est un habitué de Compiègne. Viollet-le-Duc qui va régulièrement, mais c'est parce qu'il travaille sur Pierrefonds. Et évidemment, c'est grâce à cette connexion que Napoléon III commande Pierrefonds à Viollet-le-Duc, ce qui est évidemment sa tâche définitive, puisque Pierrefonds, là pour le coup, c'est une reconstruction d'une construction qui avait disparu, pratiquement, qui était complètement en ruine. Donc, ça c'est un premier point. Il n'est pas vraiment un architecte napoléonien, mais il a la tâche originelle d'avoir été le maître d'œuvre personnel de Napoléon III, puisque Pierrefonds, c'est la demeure de Napoléon III et de Génie. Donc, et puis alors, il a eu tous les républicains contre lui. Et puis alors, il a commis une deuxième erreur, c'est d'affirmer ce qui était la vérité, c'est qu'il n'avait jamais été un partisan de Napoléon III. Et comme il a dit après la chute de Napoléon III, donc les quelques partisans de l'Empire, en plus, l'ont accusé de traîtrise. Ça a commencé par la princesse Mathilde, chez qui il avait pas beaucoup, qui a dit, évidemment, la chute de l'Empire, et Viollet-le-Duc surtout. Donc, non seulement c'est un partisan de Napoléon III, mais en plus, c'est un renégat. Alors évidemment, ça ne facilite pas une postérité agréable, et en France, je pense que c'est la raison pour laquelle Viollet-le-Duc est si mal vu. Une question de Béocet. Comment la flèche de Viollet-le-Duc va tenir sur Notre-Dame de Paris puisqu'il n'y a plus de plomb? J'imagine le plomb comme une sorte de pâte à modeler qui tient le truc. Comment ils vont faire tenir la flèche? Ah, mais parmi les décisions radicales prises ce semestre, il y a celle de refaire une toiture en plomb. Donc il y a eu aussi les hurlements des gens qui disent que ça va rendre malade la totalité de la population parisienne. Voilà. Alors, bon, le choix du plomb, donc c'est une restauration vraiment à l'identique. Hein. Donc, on reprend la charpente en chêne et la flèche en chêne, la toiture en plomb. Bon, alors comment tient la flèche? C'est une question intéressante. D'abord, la flèche de Notre-Dame, tout à fait spéciale, c'est une flèche qui est à la croisée du transept. Quelqu'un m'a fait observer que dans la cathédrale idéale de Viollet-le-Duc, il y a des flèches partout. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la figure de la cathédrale idéale de Viollet-le-Duc, mais il y a des flèches partout. Et notamment, c'est le cas le plus très fréquent dans les cathédrales, il y a des flèches sur les tours. Et à Notre-Dame de Paris, ce n'est pas le cas. Les tours devaient avoir des flèches. Mais au XIIIe siècle, on a renoncé à les faire. Donc on a la trace. C'était préparé faire des flèches, mais ça n'a pas été fait. Et donc, pardon. Oui, enfin, je sais que c'est ce que pense Paul, mais bon. Mais c'est encore plus mastoc et des flèches, je pense. Donc. Et donc, les flèches, la flèche de la croisée du transept, en fait, elle repose, enfin, on pose d'abord la toiture, c'est ce qu'on met en dernier. La flèche de Viollet-le-Duc a été inaugurée en 1859, alors que les travaux de la cathédrale commencent en 1859, ça commence en 1843. Pratiquement, c'est à la fin. Et donc la flèche qu'on va remettre, vous la verrez, quand tout le reste sera terminé, quand toute la structure sera terminée. Simplement, la toiture comporte la place, parce que la flèche repose sur tout un appareillage extrêmement impressionnant. D'ailleurs, vous avez vu des photos de cela. C'est l'endroit qui s'est écroulé, puisque ce qui a fait crouler la voûte de Notre-Dame de Paris,
c'est la flèche qui, en tombant, a cassé la voûte. Parce qu'il y a une chose assez extraordinaire à voir sur la cathédrale gothique. On s'est tous fait du souci pendant l'incendie, moi la première. On a cru qu'elle allait s'écrouler. Les pompiers ont cru qu'elle allait s'écrouler. Le président de la République a cru qu'elle allait s'écrouler. Et elle n'est pas tombée. Pourquoi elle n'est pas tombée? C'est parce que les architectes gothiques construisent très bien. Et donc une cathédrale gothique dont la charpente brûle ne tombe pas. Ensuite, il faut la conforter pour éviter qu'elle tombe après, parce qu'elle n'a plus ce qui permet de la tenir, mais elle ne tombe pas. Et comme a fait remarquer quelqu'un, ce qui a sauvé la cathédrale Notre-Dame pendant l'incendie, ce sont pas les hommes d'aujourd'hui, c'est les architectes du XIIIe siècle, qui ont construit de façon à ce que ce genre de choses qui étaient très fréquentes, donc ils savaient que ça arrivait, ne fassent pas, ne détruisent pas l'édifice. Donc ça c'est assez extraordinaire. Et comme il est dit, si vous mettez du fer, lui il va détruire l'édifice. Parce que le fer va casser. En pliant, il va tout casser. Donc on va construire une charpente et on va reconstituer la place de la flèche qui s'appuie sur, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais si vous voyez la tour Eiffel, c'est un peu le même principe. Il s'appuie sur 4 pieds, solidement ancrés, et donc vous avez une charpente qui comprend la charpente de la flèche. Et donc on la pose comme ça, voilà, on va l'édifier, et on la pose dessus. Et cette flèche comprend elle-même du plomb. Parce qu'il faut aussi qu'elle résiste au vent. Viollet-le-Duc a beaucoup travaillé là-dessus. Parce que la seule grande innovation de Viollet-le-Duc par rapport à Notre-Dame de Paris, sur cette flèche, c'est sa hauteur. Puisque la flèche d'origine, qui était de la même façon une flèche en bois, parce qu'il y a 2 types de flèches en cathédrale, c'est la flèche en fer et la flèche en bois. Ça, c'est une flèche en bois depuis l'origine. La flèche disparue à la fin du XVIIIe siècle, parce qu'elle était ruinée, etc., était déjà en bois. Et c'était déjà à cet endroit-là. Donc Viollet-le-Duc refait la même flèche, mais beaucoup plus haute. Et c'est un débat qu'il a d'ailleurs avec Lassus, on lui a reproché, c'est pas la flèche gothique, puisqu'elle est plus haute. Elle est très haute, elle fait à peu près 96 mètres, entre 93 et 96, selon la façon dont on mesure. Elle est quand même moins haute que celle de Chartres, par exemple, qui est encore beaucoup plus haute. Donc la flèche très haute, c'est également très gothique. Simplement, c'est gothique plus tardif que le gothique de Notre-Dame. Il y a un siècle de différence entre le premier gothique. Notre-Dame de Paris, c'est la première génération gothique, c'est 12e. Et ensuite, vous avez les cathédrales 13e, qui sont encore plus hautes que Notre-Dame de Paris. Je dis toujours sur Notre-Dame de Paris, c'est la plus grande et la plus haute des anciennes, et c'est la plus ancienne des grandes cathédrales. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle combine 2 choses remarquables. Donc, Viollet-le-Duc va monter beaucoup plus haut. Pourquoi il le fait? Parce que, pour 2 raisons. D'abord, il comprend très bien quel est le rôle de la flèche dans une cathédrale. Et quel est le rôle de la flèche dans une cathédrale qui est face au palais du roi. C'est de monter plus haut que le pouvoir civil. Et de façon à ce qu'elle soit vue de partout. Or, si vous réfléchissez à la taille de Paris au XIIe, XIIIe siècle et la taille de Paris au XIXe sous Napoléon III, vous apercevez que la flèche d'origine est trop basse pour jouer le même rôle que celle qui a été voulue au départ. Et donc, Viollet-le-Duc comprend assez bien ce que veut dire une flèche gothique pour adapter la taille de sa flèche à celle de la zone urbaine qu'elle doit dominer, parce que c'est un signal, et c'est un signal politique. Et d'ailleurs, c'est resté le point le plus haut de Paris, à l'exception du dôme des Invalides, mais ce n'est pas un endroit où on peut monter. Le dôme des Invalides est un peu plus haut, il fait plus de 100 mètres. Mais c'est l'endroit le plus haut, c'est-à-dire ça reste la supériorité, la supériorité divine sur le monde des hommes, jusqu'à un moment tout à fait important, c'est l'érection de la Tour Eiffel. Et la Tour Eiffel, en 1889, je pense qu'on a fait exprès, le pouvoir civil a fait exprès, pour le premier centenaire de la Révolution française, d'ériger enfin dans Paris, au nom de la République, quelque chose de plus haut que la flèche de Notre-Dame. Nettement plus haut, comme vous le savez. Et donc aujourd'hui d'ailleurs,
Quel est le visage de Paris? C'est ces deux flèches, celle de la Tour Eiffel et celle de Notre-Dame, qui dialoguent, mais on voit que sous la République, cette idée que Dieu domine, eh ben, elle est abandonnée. Très peu de temps après la flèche du Viaduc, moins d'un demi-siècle. C'est la réponse républicaine à la réaffirmation par le Viaduc, qui a beau être un républicain, que le doigt vers Dieu doit être clos et doit être plus visible. Voilà. Et la deuxième intuition du Viaduc sur Notre-Dame, c'est que Paris, le Paris du Napoléon III, c'est infiniment plus important dans le monde que le Paris gothique, le Paris, là, PAR, je parle de la ville, bien sûr. Et au fond, ce qu'il faut comprendre dans Notre-Dame de Paris aujourd'hui, bien sûr, c'est la cathédrale gothique. Et c'est avant tout, enfin, surtout la cathédrale du Viaduc. Si vous voulez défaire Viollet-le-Duc, Notre-Dame de Paris, vous n'avez plus de cathédrale du tout. Parce qu'aujourd'hui, Viollet-le-Duc est partout à Notre-Dame de Paris. Pas seulement dans la flèche, la façade, les intérieurs, le merveilleux monde animalier qu'il a créé, les chimères, les gargouilles, tout ça, c'est du Viollet-le-Duc. Donc si vous voulez vous amuser, la Galerie des Rois, si vous voulez vous amuser à retirer Viollet-le-Duc, il restera un squelette, et là pour le coup, il faudra mettre une croix dessus. Et c'est ça qui a été classé au patrimoine mondial. C'est cette cathédrale magnifiée par Viollet-le-Duc. Et s'il a magnifié à ce point, c'est pour, là aussi, retrouver l'esprit d'origine des architectes gothiques, c'est la symbolisation, la symbolisation de ce qu'elle est au centre de la cité. Sauf que la cité du XIIIe, c'est l'île de la cité, et encore une fois, la cité de Napoléon III, c'est le Grand Paris, c'est le Paris d'Haussmann. Et d'où le fait qu'il élargit considérablement le cercle. On peut regarder la cathédrale sans obstacle visuel, vide autour de la cathédrale, et il la place, vraiment c'est lui qui l'installe comme vraiment le centre de l'île de la cité, entre les deux bras de la Seine, le centre de Paris, et donc, au XIXe siècle, le centre du monde. Et ça a marché, c'est ça qui fait la gloire moderne de Notre-Dame de Paris, et ça, on le doit à ce très grand urbaniste aussi, qui est Viollet-le-Duc. Et franchement, considérer à ce point qu'on peut jeter ça par-dessus bord, c'est vraiment ne rien comprendre à la pensée moderniste du XIXe siècle et à ce qu'est le siècle de Napoléon III, c'est un siècle industriel. Et donc le paradoxe, c'est ça. L'un des paradoxes. Belle réhabilitation.